j'ai des pièces qui vont peser 700-800 livres facilement. Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle où on pénètre dans le monde des métiers. Toi, est-ce que le monde agricole te passionne? As-tu une marque de tracteur en particulier que tu aimes bien? Es-tu de la famille des John Deere ou de la famille des Massey Ferguson ou des Kubota ou une autre marque complètement? Eh bien, tu peux me le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir, je suis un petit peu curieuse. Et est-ce que tu aimes ça, démonter, monter des patentes? Est-ce que tu aimerais être encore plus à développer ce côté-là manuel que tu peux encore plus développer en étant peut-être mécanicien agricole ou mécanicienne agricole? Eh bien là, c'est peut-être dans cette vidéo-là que tu vas trouver ton métier. Nul ne le sait. J'ai interviewé cette fois une femme qui travaille dans un milieu d'hommes. Comment ça se passe? Comment c'est? Eh bien, elle est mécanicienne agricole et elle va tout nous expliquer sur son métier. J'espère que vous allez en apprendre dans cette vidéo. Bonne écoute! Qu'est-ce qui a fait que tu t'es en allé là-dedans? Je dirais que moi, je suis née dans une famille d'agriculteurs. Puis j'ai grandi entourée de tout ce qui était animaux de ferme, agriculture et mécanique agricole. Mais j'ai jamais vraiment eu l'opportunité de travailler dans la mécanique. J'étais plus côté animaux. Puis j'ai fait élève d'un jour à l'école parce que moi, au début, je n'étais pas inscrite dans ce programme-là. J'étais inscrite en dessin de bâtiment. Puis j'ai vraiment pas aimé ça finalement. Et après ça, je me suis dit pourquoi pas faire plusieurs élèves d'un jour. Fait que j'ai fait plusieurs élèves d'un jour à l'EPSH. Et je me suis rendu compte que celui qui avait plus cliqué avec ce que je voulais comme futur, puis côté aussi, je suis quelqu'un qui adore bouger, puis tout ça, ben, c'était plus mécanique agricole qui venait me chercher. Et je me suis dit, écoute, si j'aime pas ça, ben j'aime pas ça, mais au moins, je pourrais pas dire que je l'ai pas essayé. Puis là, il me reste 3 ou 4 mois avant la fin de mon premier 1 an de mon DEP, puis j'aime vraiment beaucoup ça, là. C'est vraiment différent, exemple, de l'école et travailler parce que à l'école, tu sais, on est un peu couvert, on est un peu, tu sais, pris comme dans un petit cocon. Quand tu travailles, t'es pas entouré de plein de gens. Des fois, tu es toute seule dans le garage, faut que tu te débrouilles avec les outils que tu as. T'as pas tout le temps qu'est-ce qu'il te faut comme outil ou la machine ne veut pas nécessairement toujours coopérer, tu sais. À l'EPSH, les machines sont habituées à être démontées, remontées. Dans une ferme, ils sont pas habitués. Fait que souvent, ça va être plus collé, ça va être plus dur de faire de la mécanique sur les engins, sur les machineries de ferme. Ouais, que tu aimes le plus là-dedans? C'est le fait de pouvoir être dans ma bulle. Je vais t'expliquer. Tu sais, comme quand je suis dans le garage toute seule avec ma musique, que je sais déjà ce que je fais à l'avance, puis que j'ai ma journée de 7 au complet. Je suis quelqu'un qui aime avoir un horaire déjà préétabli de sa journée. J'aime fonctionner comme ça. Si j'ai pas d'horaire, je suis complètement perdue. Puis le fait de pouvoir monter, démonter des choses, voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. En fait, c'est comme si tu faisais une opération des fois à cœur ouvert d'un tracteur, puis là, tu peux voir tout son vécu. Est-ce qu'il a été maltraité, ce tracteur-là? Il a-t-il été bien entretenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai démonté, tu sais? Puis j'aime ça, vu que je suis TDAH, j'adore me poser plein de questions, fait que ça vient rechercher aussi mon côté TDAH. Puis, est-ce qu'il y a un défi là-dedans que tu dis, oh, ça, là, c'est quelque chose que c'est un défi pour toi? Pas que t'aimes ou que t'aimes pas. Tu sais, des fois, il y a des défis qu'on fait comme, OK, j'aime ça, puis je me lance là-dedans. Y a-tu quelque chose pour toi qui fait comme vraiment, t'as un défi, là? Je dirais en fait faire ses preuves. Euh, Faire ses preuves, surtout en temps plus. C'est beaucoup plus ouvert d'esprit maintenant dans le milieu, je trouve. Mais devoir faire ses preuves en tant que femme en mécanique, c'est plus dur, exemple, que si j'étais un homme. Fait que, tu sais, souvent, t'es pas prise au sérieux si tu fais pas ta job ou si ta job est pas parfaite.
Donc, devoir vraiment me faire prendre au sérieux dans ce métier-là, c'est ça, je trouve, le plus gros défi. Mais quand c'est fait, puis quand les gens voient, exemple, le potentiel que j'ai ou des autres femmes qui sont mécaniques avec moi, ben là, c'est drôle, c'est le contraire. Tu sais, on est vraiment bien accueillis dans le milieu et tout. Je pense que c'est juste vraiment devoir constamment faire ses preuves qui est plus dur. Sinon, après, je dirais l'autre plus gros défi, c'est vraiment la grosseur de la machinerie comparativement, exemple, à moi. Tu sais, je suis pas très grande. Des choses comme ça, c'est plus côté physique qui, des fois, vont m'empêcher de faire des choses, mais je me trouve des trucs, des leviers. J'essaie de me débrouiller toute seule pour pas avoir à faire appel à quelqu'un d'autre pour m'aider. J'ai un très gros ego sur ce côté-là, donc j'essaie de me débrouiller toute seule. On a une question de Monique. Est-ce que la force joue un rôle important? Je dirais que maintenant, on est capable de se faire beaucoup, comme je disais, des leviers. On est capable d'aller chercher de la force physique qui vient pas nécessairement de nous pour pas se blesser. Puis des fois aussi, on a des outils à l'air comprimé qui vont nous aider à défaire des pièces qui sont plus bloquées. Mais oui, des fois, la force physique peut venir jouer un rôle. Ça dépend juste de est-ce que tu l'utilises correctement. Tu sais, est-ce que tu forces avec tes bras ou avec ton dos? Est-ce que tu forces avec tes jambes? C'est plus, je pense que s'il y a du vouloir, on est capable de tout faire. Tu sais, moi, j'ai commencé à beaucoup m'entraîner pour être capable d'être plus forte physiquement. Et puis, je vois que ça porte fruit. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir s'entraîner pour être plus fort. Je pense que c'est juste de se trouver des astuces, en fait, dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des préjugés? À date, moi, j'en ai pas eu parce que je crois que c'est un monde où ils ont beaucoup besoin d'employés. Donc, ils peuvent pas vraiment se permettre de juger si je suis une femme ou si je suis un homme. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est que je fasse la job. Tu sais, ils vont plus me juger sur le fait de est-ce que je suis compétente ou pas compétente, plus que sur le fait que je suis une femme. Mais il va toujours rester des gens qui vont avoir des préjugés sur le fait que une femme n'a pas sa place en mécanique ou des choses comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un avec un très gros caractère, puis j'ai pas peur de dire ma façon de penser sur ce côté-là. Mais je pense que c'est pour ça que j'en ai pas entendu, parce que les gens ont peur de ma réaction. Est-ce que quand tu rentres dans ce milieu-là, as-tu l'impression que vu que tu es une femme, tu as beaucoup plus de choses à prouver que si tu serais un homme? Au début de mon DEP, je t'aurais dit oui. Puis plus que mon DEP avance, plus que je vois que les professeurs, surtout, nous disent qu'ils aiment ça, exemple, avoir des femmes en mécanique parce qu'on est beaucoup plus minutieuse de base. Je dis pas que les hommes sont pas minutieux, mais on a un petit côté plus de détails que les hommes qui font que on va plus avoir de soucis sur le fait que est-ce qu'on a vraiment revérifié plusieurs fois ou est-ce que la machine, elle euh, est vraiment propre à faire C'est partir, la tu sais, comme question de Monique encore. Est-ce que c'est très lourd les pièces? oui. Ben, ça dépend des tracteurs, mais j'ai des pièces qui vont peser 700-800 livres facilement toutes seules. Donc, vide, pas rempli d'huile, juste le métal en tant que tel. Mais c'est pas tous les tracteurs. Mais oui, en tant que tel, on va beaucoup utiliser le pont-levier pour nous aider. On va l'accrocher après, puis on va se débrouiller pour que ça se lève s'il faut le déplacer. S'il faut pas le déplacer, on n'essaie pas de le lever parce qu'on va se faire mal. Donc oui, ça dépend des pièces. Tu sais, comme tout ce qui est roue de tracteur, c'est lourd, mais on est capable de se débrouiller pour tu sais, les changer de place vu que ça roule ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est pièces moteurs, si c'est pas tu sais, des petits fils ou des choses comme ça, là, on va essayer de pas se blesser puis de soit laisser la pièce en place ou de la déplacer avec un pont. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ça fait, ça, une mécanicienne agricole? Une mécanicienne agricole, ça va faire des inspections agricoles sur un tracteur ou peu importe. Tout ce qui est engin en fait agricole, que ça soit une épandeuse, que ça soit une machinerie de travail de sol ou peu importe. Après ça, on va tout réparer qu'est-ce qui baigne dans l'huile, faire des transmissions, faire des moteurs. On va faire aussi, tu sais, on va démonter la chose, on va la remonter ou on va changer des pièces. On va installer des lumières de travail au champ ou des lumières sur les tracteurs parce que souvent les tracteurs, ils vont arriver,
ils vont pas avoir grand-chose, puis nous, on va les installer dessus. Euh, Ça dépend de comment le tracteur arrive. On va changer des roues. Euh, on va faire de l'écartement de roues, ça veut dire changer la position des plateaux à l'intérieur des roues pour un travail au champ, exemple, pour un agriculteur. Euh, on va nettoyer le tracteur, on va nettoyer, on nettoie beaucoup aussi, on nettoie nos outils, on nettoie notre coffre, on nettoie notre emplacement qu'on a travaillé aussi. Et on va se déplacer des fois chez les clients. Si on n'est pas au garage, on va se déplacer. Si on a des calls qu'ils appellent surtout. Euh, donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses. On est polyvalent, je dirais. Dans le fond, toi, tu peux être autant sur un tracteur neuf, autant sur un tracteur qu'on vient t'amener, usagé, en fait, là, qu'un client a, là. Ça peut être un récent 2023 ou ça peut être un 1990 qui a besoin d'amour. Ça dépend vraiment. Est-ce que dans le domaine de l'agriculture, le lot de terrain se transmet d'une génération à l'autre? Avant, je dirais que les lots, par exemple les terres, ça fonctionne soit en ocre, soit en arpent. Les gens pouvaient se les transmettre, d'exemple, d'un père à un fils. Mais maintenant, il faut que le fils rachète les parts au père. Donc, tout dépendant, si le fils veut rapetisser la ferme ou grossir la ferme, il va soit vendre des parts de ses terres qu'il a déjà ou en acheter d'autres. Mais quand il y a un rachat de ferme ou une légation de ferme, oui, les terres vont suivre avec la ferme parce que c'est comme ça vient ensemble. Tu sais, souvent, il va y avoir la terre avec la ferme dessus, les terres autour. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont décider de vendre les terres autour, mais c'est très, très rare. Donc, oui, sont transmises de génération en génération s'il y a une génération pour poursuivre l'autre. Puis, justement, question de Monique encore là. Comment gérez-vous les risques météorologiques pour que la production, pour avoir une bonne stabilité financière? Exemple, quand on rentre dans les champs, on va regarder la météo plusieurs semaines d'avance. On regarde la météo beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on le sait, exemple, qu'on a un 4-5 jours de soleil et de beau temps, on va tout donner. Si exemple c'est les semences, là, on va essayer de travailler notre sol et de semer en 5 jours. Je dis pas que c'est faisable, là, ça se fait pas vraiment tout le temps, là. Ça dépend de la grosseur de la ferme ou de l'ampleur des terres. Mais euh, si on le sait, on va essayer de tout faire. Après ça, quand il mouille, malheureusement, pour la plupart des gens, on est arrêté vu que les sols deviennent ils calent en fait, puis les machineries restent pris dans les sols. Donc, quand il mouille, on peut pas nécessairement travailler. Après ça, on va finir quand il va faire beau. Mais nous, qu'est-ce qu'on aimerait, c'est qu'il fasse vraiment beau soleil mai-juin, qu'il mouille juillet à août, mais pas tout le temps parce qu'on a les foins, puis qu'il fasse beau après en septembre pour les récoltes. Septembre, octobre, pour les récoltes, on veut qu'il fasse beau, mais c'est vraiment pas tout le temps comme ça. Puis des fois, même si on voudrait avoir des beaux rendements, c'est de nature que le dernier mot final. Donc, s'il mouille pas, ça poussera pas bien. S'il mouille trop, ça va se noyer. Donc, on le sait jamais sur quelle année qu'on va tomber, là. Question d'Aurélie. Quel type d'agriculture faites-vous? Nous, on a des vaches laitières et on a des porcs d'engraissement. Donc, on fait une agriculture, tu sais, on essaie de faire une agriculture aussi durable, côté long terme. On fait je sais pas si c'était ça ta question, exemple, plus nous la ferme ou plus les champs, mais je vais faire les deux. Donc, Les deux. côté champ, on essaie de faire une agriculture durable, un peu comme tous les agriculteurs. On va faire un roulement au niveau des terres. Donc, une année, on va essayer de semer du soya. L'autre année, on va essayer de mettre, exemple, du maïs. Parce que c'est des engrais qui vont apporter différentes choses ou qui vont enlever différentes choses à la terre. Donc, ça va vraiment dépendre. Euh, Après ça, on va essayer de faire un roulement. On va essayer de peut-être avoir une terre qui fait pas grand-chose cette année-là pour qu'elle se repose. Puis après ça, ben là, l'année d'après, on va faire ça avec une autre terre. Tu sais, on essaie de beaucoup jouer parce que les sols ont besoin d'engrais qui va les aider à faire pousser la semence.
mais il faut qu'ils se reposent aussi. Ils peuvent pas tout le temps travailler non plus. Donc, côté agriculture durable, on va essayer aussi d'éliminer le plus tout ce qui est tu sais, des gros travails au sol. On va essayer que ça reste plus léger. Aussi, exemple, nous, on essaie de, avant, on emballait nos balles. On essaie de moins emballer nos balles. On a construit des dômes pour mettre nos balles de paille parce que, qu'on le veuille ou non, malheureusement, ce plastique-là n'est pas biodégradable. Il en existe, mais il est extrêmement cher. Et donc, on peut pas nécessairement se le permettre. Essayer de réduire notre empreinte écologique aussi. Tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est que la Terre soit belle longtemps, ben, on veut essayer de la réduire le plus possible. Après ça, les autres exemples, souvent, nous, on a beaucoup de déchets sur nos terres parce que les gens lancent des choses par leurs fenêtres. Et les autres, on n'a pas le contrôle sur ça, malheureusement, mais nous, on essaie de réduire notre empreinte écologique le plus qu'on peut. Et souvent, on va avoir l'air des méchants, tu sais, on est les méchants pollueurs, on pollue et tout, mais en fait, c'est pas tant ça la réalité, parce que nous, on a des normes très, très strictes à respecter. On est suivi par des dizaines de personnes dans nos champs. On est suivi à la ferme pour que nos animaux mangent telle ration, pour pas faire, exemple, trop d'effets de serre. On a beaucoup, beaucoup de suivi, puis pour justement pas trop endommager soit qu'est-ce qui est la longévité de vie des animaux ou la longévité de vie des terres. Il y a une terre là, que tu laisses des fois comme libre à chaque année, que tu fais comme pas grand-chose dessus, mais genre, dans le fond, que tu n'utilises pas. Ben, en fait, libre, c'est plus dire, exemple, on va faire pousser plus du foin dessus. Le foin, c'est quelque chose de naturel. Donc, je disais plutôt, ouais, parce que moi, je me comprends, là, c'est vrai que, c'est vrai qu'il faut que je l'explique. Libre, on va plus essayer de mettre quelque chose qui est pas, qui fera pas que la terre va travailler fort. Parce que, tu sais, la terre doit travailler fort pour faire pousser la graine qui va devenir un maïs, exemple. Euh, ou pour l'accueillir tout court. Le foin, ben, c'est quelque chose de naturel qui pousse habituellement un peu partout. Donc, on va semer souvent du foin dans ces terres-là pour les, la- les laisser se reposer un petit peu durant cette année-là. Puis l'année d'après, on va faire un rendement. Avec les animaux que tu as, est-ce que tu as déjà assisté à quelques reprises à des accouchements? Souvent, régulièrement, je dirais qu'il y en a qui se passent très, très bien. Il y en a d'autres qui se passent moins bien, malheureusement. C'est comme un peu chez les humains. Des fois, ces temps-ci, on a beaucoup de jumeaux. On a beaucoup de jumeaux. On n'en avait pas eu depuis longtemps, puis depuis un an, on a eu plusieurs portées de jumeaux. Donc, on trouve ça spécial. Des fois, on arrive le matin, il y a un petit veau à côté de la vache. Elle s'est débrouillée toute seule comme une grande fille. Puis, il y a d'autres fois, ben, il faut les aider parce qu'ils sont pas capables ou le veau est trop gros. Souvent, quand la vache va être très grosse, ben, elle va faire un veau très gros. Puis là, dans ces temps-là, on va se lever la nuit pour aller vérifier la vache si on sait qu'elle est proche de son accouchement. Et, c'est quand on le sait que ça va être des accouchements plus durs. Des fois, on fait des échographies à nos vaches. Ils nous disent, ah, ben le veau, il est pas bien placé. C'est comme exemple, une mère, ben là, ils vont dire, ben écoute, ton bébé arrive vers le siège plutôt que la tête en avant. Ben, nous, c'est la même chose. Des fois, ils vont nous le dire. Fait que là, on le sait que cette fois-là, ben, il faut vraiment être présente parce que l'accouchement pourrait être endommageable pour la vache ou pourrait être endommageable pour le veau. Euh, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on aimerait que nos vaches façonnent naturellement comme n'importe qui. Mais des fois, c'est pas tout le temps possible. C'est comme la nature aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Des fois, tu sors un veau, c'est comme, ah, il est petit, ben, il y en a un deuxième qui suit, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est toujours des surprises, en fait. Question d'Aurélie. Que pensez-vous de l'évolution de l'agriculture? Je dirais que je suis quand même très fière de l'évolution de l'agriculture dans les dernières années. Euh, Parce que on est capable de avoir un beaucoup moins gros impact écologique que dans les... Tu sais, comme exemple, je pense à les ancêtres de mon grand-père. Les tracteurs n'avaient pas nécessairement duré. C'était comme un antipollueur. Tu sais, comme on n'était pas suivi. Fait que, tu sais, on mettait un peu n'importe quoi dans les champs pour que ça pousse. Maintenant,
On est suivi, on a des spécialistes de la terre, on a des spécialistes un peu de tout qui viennent à la ferme dans le temps. Tu sais, quand on achète nos engrais, on a des gens qui vont nous conseiller, ben, OK, elle, cet engrais-là, ben, elle est bonne pour ton sol parce qu'il y a différentes sortes de sols. Il y a des sols argileux, il y a des sols des terres noires, il y a des sols qui sont plus secs. Donc, après ça, on va choisir nos engrais pour le sol. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était un engrais, exemple, pour tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs compagnies qui font plusieurs sortes d'engrais et on est capable d'aller réduire notre empreinte écologique, comme je disais, avec nos plastiques et tout ça. Euh, je dirais que je suis fière de qu'est-ce que l'agriculture devient, puis on essaie de s'améliorer. Tu sais, on essaie de trouver, on achète des technologies pour que les vaches soient plus confortables, exemple. Tu sais, on achète des technologies pour essayer de euh, moins polluer. On a des systèmes, exemple, de séparation d'eau pour des fois réutiliser l'eau. Tu sais, comme on, on essaie vraiment beaucoup de devenir euh, plus écologique, mais les gens souvent vont pas nécessairement le voir ou vont pas le constater, tout l'effort qu'on met derrière ça. Donc, ça dépend vraiment du point de vue de la personne, en fait, mais je suis vraiment fière de ce qu'on devient. Puis, dans les prochaines années, c'est comme là, maintenant, je le sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la relève agricole, parce que la relève agricole, veut pas, c'est l'avenir. Puis, les jeunes de la relève agricole sont vraiment hot. Sont vraiment hot, puis ils veulent que l'agriculture soit meilleure, puis ils veulent que l'agriculture aussi soit, soit, soit saine. Puis est-ce que tu as une marque en particulier que tu aimes réparer? Avant, je vais être vraiment franche, avant, j'étais beaucoup vendue dans mon cœur, il était New Holland et Case. New Holland Case vont être comme la même coopérative, c'est juste que c'est des tracteurs un petit peu différents, mais qui viennent au final de la même personne. J'étais très rouge et bleu. Après avoir réparé euh, les tracteurs, je dirais que maintenant, il n'y a pas nécessairement une marque meilleure que l'autre. Ils brisent toutes. Mais côté confort, conduite, j'aime beaucoup les Case puis les New Holland. Mais la marque que je ne suis pas capable, par contre, ça, je peux te le dire, c'est Massey Ferguson. Cette marque de tracteur a été créée pour être compliquée et je ne comprends pas pourquoi elle a été faite ainsi. Euh, mais John Deere, il y a beaucoup de gens qui aiment les John Deere. Je les respecte, mais c'est pas ma marque préférée. C'est souvent, tu sais, John Deere, c'est souvent ça que le monde va savoir. Ah, c'est le tracteur vert, tu sais. Tout le monde pense que tout le monde a des John Deere, mais non, vraiment pas. Il y a beaucoup, beaucoup de marques sur le marché de tracteurs. Il y a Fenn qui est nouveau aussi, qui vient de l'Europe. Il y en a beaucoup, tu sais. Il va toujours en avoir des nouvelles aussi qui vont sortir. Puis Donc, est-ce que justement dans les pièces de mécanique, as-tu des pièces, mettons, qui sont plus difficiles, que c'est plus un défi ou, mettons, le moteur, il est-tu plus compliqué que toutes les autres pièces? je dirais que l'électricité aussi, c'est pas tant une grosse pièce, mais c'est un travail très minutieux. Si ton électricité ou ton câblage a pas été bien fait, ton tracteur fonctionnera pas bien. Donc, tout ce qui est système électrique, système GPS, je trouve ça très compliqué. Puis les GPS, il y en a beaucoup dans tous les tracteurs maintenant. Mais moteur, c'est comme une grosse pièce complexe, mais quand tu la connais, c'est quand même relativement facile. C'est juste faut juste que tu fasses attention à tout. En fait, je dirais que des fois, il y a des transmissions qui vont être vraiment difficiles, mais le moteur va être très, très simple. Ça va vraiment dépendre. Est-ce que le câblage a été bien fait à la base ou là, tu te rends compte que tu avais une lumière à changer, puis au final, ben, il faut que tu défasses le câblage au complet de ton tracteur, il faut que tu le refasses au complet parce qu'il y a une souris qui a mangé un des fils, tu sais, puis tu sais pas lequel. Des fois, c'est des choses comme ça. Tu penses que tu vas faire un petit job, puis au final, ben, tu te ramasses avec une très grosse job. Il faut que tu l'annonces à l'agriculteur, puis t'es comme, ben, si je le fais pas, malheureusement, ton tracteur sera pas fonctionnel, tu sais. Des fois, on va essayer d'arranger quelque chose de vite fait, bien fait, pour retourner au champ, exemple, dans le temps des semences et des récoltes. Puis après ça, le tracteur va revenir, exemple, quelques semaines plus tard pour être bien réparé ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier-là?
je sais pas comment l'expliquer, mais je dirais le moment où tu es avec ta machine, puis que là, tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis que tu arrives pour la partir, pour savoir si ça fonctionne, puis qu'elle part. Je trouve ça satisfaisant. Puis je trouve que c'est un beau moment, le fait de savoir que son avenir dépend de si je fais bien mon travail. Tu regardes, tu poses des questions à l'agriculteur pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'est le problème. Quand tu as trouvé le problème, ben là, tu passes à l'action, tu défais, tu remontes, puis après ça, ben, tu expliques qu'est-ce qui s'est passé à l'agriculteur pour pas nécessairement qu'il refasse la même chose. Quelqu'un qui dit, ça fait des années que mon tracteur a ce problème-là, personne n'a trouvé le problème ou personne n'a réussi tu sais, de savoir que toi, tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas été capables de faire, ça aussi, c'est satisfaisant encore plus en tant que femme, exemple. Peux-tu dire justement, là, c'est quoi le cours que tu es en train de Moi, faire? je suis à l'EPSH en mécanique agricole. On dit Mecagro, mais c'est vraiment un DEP qui dure 2 ans. Donc, c'est 1800 heures. On voit un peu de tout, tu sais, comme presse à balles rondes, presse à balles carrées. On voit tout ce qui est les machines pour les semences, les machines de travail de sol. On travaille sur un peu de toutes les marques de tracteurs. On voit un peu de tout. On touche à tout, en fait. Là, tu sais, ça passe de mettre un top flasher, écartement de roue, à démonter un moteur, à monter un moteur, démonter monter une transmission, faire des soudures. On a défait une batteuse aux torches. Donc, c'est un découpage. Tu sais, on touche à tout pour être capable d'être le plus débrouillard possible après. Ça. Hey, mais pour vrai, un gros merci, ma chère. En avez-vous appris comme moi sur le métier de mécanicienne agricole ou mécanicien agricole, je ne sais plus comment l'appeler. Et si vous n'en avez pas appris, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir un petit peu plus sur le métier? Vous pouvez me le dire en commentaire. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo qui sera, je vous donne un petit indice, elle travaille avec les animaux. Je dirais, c'est sa propre entreprise qu'elle a fait pour travailler avec des animaux. Elle a des lapins, elle a des poules, puis elle a plus que ça aussi. Eh bien, je vous laisse deviner. À la prochaine. Bye bye.